Bonsoir à toutes et tous, c'est l'heure du 20h politique, le film politique de la journée. Nous sommes au lendemain des violences commises par les Black Blocs et le Premier ministre, Édouard Philippe, était en direct sur BFM TV il y a quelques instants avec Routel Krief. Il a répondu aux critiques, aux accusations de laxisme, le fait que les forces de l'ordre ne soient pas intervenues à temps. Il a répondu, le chef du gouvernement, le choix était d'éviter les affrontements, éviter qu'il y ait des blessés. On peut envisager aujourd'hui la dissolution, c'est ce qu'il a dit. Ce sera peut-être proposé de ces groupes extrémistes. Et le Premier ministre, Édouard Philippe, a évoqué la prochaine manifestation lancée par François Ruffin, la France Insoumise, faire la fête à Macron. Attention lorsqu'on lance ce genre de mot d'ordre, a dit Édouard Philippe. Nous réécouterons bien sûr les extraits du Premier ministre. On en parlera avec Laurent Neumann, avec Thierry Arnaud, Bernard Sanès de l'Institut Sondage ELAB. Et nous retrouvons sur place bien sûr Routel Krief qui a réalisé cet entretien. Bernard Sanès de l'Institut ELAB qui est avec nous pour parler de l'incarnation de l'opposition aujourd'hui au président Macron et au gouvernement. Et pour les Français, il n'y a vraiment aucun parti en particulier donc qui l'incarne. C'est la France Insoumise qui sort quand même en tête, mais regardez, avec juste 23% devant le Front National et les Républicains. Puis comme tous les soirs, on attend vos réactions avec le hashtag 20HPOL sur les violences des Black Blocs, sur les solutions à trouver en prévention pour prévenir justement ces manifestations et ces violences. Hashtag 20HPOL pour réagir. Édouard Philippe, chef du gouvernement, a délocalisé aujourd'hui son équipe ministérielle. Il est du côté de Bourges, dans le Cher. Et Édouard Philippe tenait à répondre au lendemain de ces violences aux interrogations de l'opposition, des élus, des Français, notamment sur le fait que les forces de l'ordre aient laissé avancer les Black Blocs hier, lors marche du défilé du 1er mai, les aient laissés casser. Pourquoi les forces de l'ordre ne sont-elles pas intervenues plus tôt? Voilà la réponse du Premier ministre Édouard Philippe. Sur le boulevard, il y avait des casseurs, mais il n'y avait pas que des casseurs. Il y avait derrière eux des manifestants, autour d'eux, des passants. Une charge commandée à 16h, qui aurait été réalisée immédiatement, aurait immanquablement pris en étau des gens qui n'avaient rien à faire dans ce conflit entre les casseurs et les forces de l'ordre. Et là, je peux vous dire ce qui serait passé, Madame Krief, si nous avions fait ça. Aujourd'hui, nous n'aurions pas une polémique sur est-ce que l'État a un peu tardé à intervenir. Nous aurions une polémique sur pourquoi est-ce que l'État est intervenu dans ces conditions. Pourquoi est-ce que des blessés sont à déplorer. Pourquoi peut-être des événements tragiques seraient à déplorer. Donc, Routel Krief, c'est vous qui avez réalisé cet entretien avec le Premier ministre Édouard Philippe. Il était important d'écouter les explications des autorités, puisque dès hier, sont elles qui ont été mises en cause. Et en tant que chef du gouvernement, Édouard Philippe répond « Si je veux résumer de manière un peu sommaire, mais on préfère la casse, avoir des corps sur le sol, quoi. La casse, ça s'arrange, il y a des assurances, plutôt que d'ensuite d'avoir le procès en violence physique, quoi. » Oui, c'est sûr qu'il y a une forme de revendication d'une méthode à la fois technique, policière, qui vise à encercler, à séparer et à éviter au maximum les victimes possibles de tous côtés, et notamment du côté des policiers. Et il y a une méthode de fond. Quand je lui demande, dans le fond, le président est en Australie, en Nouvelle-Calédonie, lui est ici dans le Cher, peut-être que du côté de l'exécutif, il y a une forme d'impassibilité, il la revendique. Oui, la fermeté, mais aussi le calme. Et c'est cette manière donc qu'Édouard Philippe a choisi pour répondre aux multiples attaques que je n'ai pas mentionnées, mais qu'on a beaucoup mentionnées, que ce soit de Laurent Wauquiez à Marine Le Pen, en passant par le Parti socialiste ou d'autres, sur les faillites de l'exécutif ou de l'État. Ruth, vous restez avec nous, bien sûr, parce qu'on va écouter d'autres extraits du chef du gouvernement. Mais là, je me tourne vers Bernard Sanès, qui sont de l'opinion. Il faut que l'opinion entende ce raisonnement, parce que ce qu'elle a en tête, ce qu'ont en tête les Français, c'est quand même ce bloc, et j'emploie le mot à dessein, cagoulé, noir, qui casse et qui avance. Ce qu'elle a en tête et ce qu'elle a vu hier, le poids des images, notamment diffusées dès 15h30 sur BFM TV, a marqué évidemment l'opinion. Et ce qu'on peut regretter, moi je ne suis pas capable de dire si l'État est intervenu trop tardivement, mais en tout cas il a vraisemblablement communiqué
trop tardivement. Et c'est vrai que les propos que vient de tenir Édouard Philippe, on est d'accord ou pas, mais on sentait qu'il y avait une vraie argumentation qui peut être audible par une partie de l'opinion, qui peut s'expliquer, explication technique, explication politique. Ces propos sont venus un peu tard. Et hier soir, à part l'expression très technique, elle, du préfet de police, on voit bien que ni le ministre de l'Intérieur, ni le Premier ministre n'ont plus protéger le président de la République qui était à Sydney. J'allais dire, un tweet ne fait pas l'autorité. Il y a parfois où les tweets peuvent dire des choses. Pour ces séquences-là, c'est vrai que l'opinion attend aussi des prises de parole très fermes et que cette prise de parole, elle est venue ce soir, elle est venue dans la journée avec le ministre de l'Intérieur. Il y a eu sans doute un petit retard de communication. Thierry, et donc on entend le chef du gouvernement incarner l'autorité, expliquer la stratégie policière, dire la ligne, il n'y a pas de laxisme, nous étions là, nous avons fait ce qu'il fallait. Ça peut vraiment être entendu, ça, ce soir, par les Français, cette explication? Ça peut l'être à une condition, c'est que ça ne se reproduise pas. Je pense que c'est ça l'essentiel, parce qu'il y a eu un discours qui consistait à dire, dans un premier temps, on a géré, on a effectivement agi, alors qu'on nous reprochait de ne pas avoir agi. On a géré aussi bien que possible dans des circonstances qui étaient difficiles, où des casseurs violents étaient mélangés avec des badauds ou des gens qui manifestaient pacifiquement. Donc, en ne voulant pas prendre le risque de blessures, voire pire, on a agi aussi bien qu'on le pouvait. Les forces de l'ordre ont agi avec discernement, dit le Premier ministre. Elles ont remarquablement manœuvré. Il leur exprime son soutien et même, dit-il, son admiration. Mais en même temps, il annonce aussi que certaines associations pourront être dissoutes. La décision n'est pas prise, mais en tout cas, la réflexion est engagée. Même si ce sont des associations qui n'existent pas formellement, ça permet d'ouvrir un certain nombre de mesures juridiques à leur encontre. Et on peut raisonnablement supposer que des précautions supplémentaires seront prises à l'occasion des prochaines manifestations. Édouard Philippe a dit que le préfet pourrait disposer de toutes les unités dont il fait la demande. Donc est-ce que ce message peut être entendu? Encore une fois, oui, à condition que ça ne se reproduise pas. Mais vous venez de l'évoquer, Thierry, parmi les mesures envisagées, parce que le signal est aussi adressé aux Français, c'est de dire ces associations que vous avez vues, ces groupuscules, nous les connaissons et nous demanderons éventuellement leur dissolution. On écoute cet extrait d'Édouard Philippe qui était avec Routel Krief. On peut dissoudre, en droit français, une association de fait. L'intérêt, c'est que dès lors que vous dissolvez une association de fait, vous avez une base juridique pour, lorsqu'elle se reconstitue, pénaliser ceux qui la reconstituent. Et je n'exclus pas que nous ayons à prendre ces décisions. Je n'exclus pas, et je n'exclus en aucune façon. Régulièrement, il arrive que la République le fasse. Souvent pour des mouvements d'extrême droite, souvent pour des mouvements d'extrême gauche, car vous aurez remarqué que les extrêmes en la matière ont une très grande brutalité, et un respect de la loi qui est totalement inexistant. Ils sont toujours très choqués quand de l'autre côté on ne respecte pas la loi, mais quand c'est eux, ils trouvent ça très bien. Je ne m'interdis en rien de proposer au président de la République de le faire, bien entendu. Ce sera une mesure proposée par le chef du gouvernement à Emmanuel Macron. On a bien compris, Routel Krief. Oui, effectivement, Édouard Philippe précise que c'est une décision qui doit être prise en Conseil des ministres et donc qui doit d'abord passer par le président et par un accord évidemment avec le gouvernement. Et cette décision, apparemment, elle peut intervenir assez rapidement. Alors quand, je dirais, à la toute fin de l'interview, lorsqu'il s'est éclipsé parce que son programme se poursuit, je lui ai demandé mais quelles associations, est-ce qu'on peut avoir des noms, est-ce que... Bon, évidemment, il ne me les a pas donnés. Je pense que c'est une annonce ce soir pour montrer que le gouvernement ne reste pas inactif. Il y a une volonté à la fois dans cette interview d'expliquer une méthode, de montrer que le gouvernement n'est pas laxiste, ne reste pas inactif, mais il y a aussi une incompréhension sur les reproches qui sont faits sur la communication, par exemple. Il y a une volonté de montrer que c'est le rôle du ministre de l'Intérieur d'être sur le terrain et que la vie continue. Car heureusement, il n'y a pas eu de victimes dans ces manifestations et dans ces flambées de violence. Et donc, si vous voulez, il y a une volonté aussi, de relativiser, même si ces images sont très choquantes et que le Premier ministre l'a dit, de relativiser l'événement par rapport à d'autres événements. Maintenant, c'est vrai, comme le disait Thierry, c'est vrai que si ça se reproduit, si c'est à répétition, eh bien là, on aura un très gros problème.
et pas seulement de communication, mais effectivement de moyens de l'État et d'autorité. On va voir le rendez-vous, ça sera ce samedi à cette manifestation, puisque à la manifestation de François Ruffin qui a appelé à faire la fête à Macron. Et là-dessus, je crois que vous allez pouvoir passer un extrait. Il a lancé un avertissement. Effectivement, on a cet extrait justement du Premier ministre Édouard Philippe qui prend l'expression « faire la fête ». On a le côté, on peut venir pour un happening, et puis ceux qui peuvent prendre ça aussi au premier degré. Je dis que tous ceux qui détiennent une responsabilité par leur mandat, par leur fonction, doivent faire toujours attention à ce qu'ils disent. Car ce qu'ils disent a un poids, a une portée. Et quand vous dites « faisons la fête à Macron », ça peut être très joyeux, très festif, ça peut être très irrévérencieux. J'ai aucun problème avec ça. Mais il y a beaucoup de gens pour qui faire la fête à quelqu'un, c'est beaucoup plus brutal, beaucoup plus violent. Et donc j'appelle chacun, sans viser personne, mais en appelant chacun, à bien mesurer ses propos, à bien mesurer le poids qu'a la parole. Dans un instant, nous aurons la réaction de Nicolas Bay, vice-président du Front National, voir si les réponses du Premier ministre et l'éventualité de dissolution le satisfont. Mais faire la fête à Emmanuel Macron, attention, mise en garde ce soir du chef du gouvernement, Laurent Neumann. Il y a quelques instants sur mon plateau, j'avais Bastien Lachaud, député de la France Insoumise, qui disait non, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est vraiment une réunion festive. D'ailleurs, il y aura des chars, tout ça sera encadré, on appelle les familles à venir se déplacer. Et surtout, on parle déjà beaucoup de questions de sécurité. Les organisateurs de la manifestation sont en liaison directe avec la préfecture de police de Paris. Je peux même vous révéler un petit secret. Ce matin, et c'était les hasards de notre matinale, dans les couloirs de BFM TV, le préfet de police et Jean-Luc Mélenchon se sont longuement parlé. Donc tout va être fait pour que ça soit bien organisé, mais personne ne peut prévoir combien il y aura de membres de ces fameux Black Blocs dans les rues de Paris, même si qu'on ne peut pas interpeller simplement parce qu'ils sont en noir et encapuchés ou encagoulés. Non, et il faut que tout le monde comprenne, parce que c'est ça le sous-titre de ce qu'a dit tout à l'heure le Premier ministre, c'est qu'il y a clairement un changement de doctrine. Souvenez-vous, 1er mai 2017, il y avait peut-être moins de forces de police dans la rue, mais on est allé au contact. Le résultat, c'est 150 blessés, des forces de police blessées, dont 2 policiers grièvement blessés. Vous vous souvenez de ces images d'un CRS en flammes? C'est ça qu'on a vécu il y a exactement un an, et c'était à la veille du deuxième tour de l'élection présidentielle. Là, il y avait plus de forces de police, mais qui ne sont pas allées au contact et qui ont clairement fait le choix de privilégier les personnes plutôt que les biens. C'est en gros ce que j'appelle moi la doctrine Rémi Fraisse à Sivins. On ne peut plus se permettre d'avoir des victimes, on ne peut pas prendre ce genre de risque. C'est un peu ce qui s'est passé au moment de l'évacuation de la ZAD. Ça s'est un peu passé de cette façon-là et c'est pour ça que ça dure. Alors, nous sommes avec Nicolas Bay, vice-président du Front National. Bonsoir Monsieur Bay, merci d'être en direct avec nous sur BFM TV. Vous avez entendu les réponses du Premier ministre sur la stratégie et sur l'annonce prochaine, la demande prochaine de dissolution de ces groupes extrémistes, dits les Black Blocs. Qu'en pensez-vous ? Je pense que, une fois de plus, la réaction de l'exécutif n'est pas du tout à la hauteur de la gravité des faits. Ces milices d'extrême gauche, elles prospèrent, elles gravitent à la périphérie de l'extrême gauche politique ou de l'extrême gauche syndicale depuis de très nombreuses années. Elles ont bénéficié en toutes circonstances d'un grand laxisme finalement. Et là, c'est à nouveau le cas. On a 1200 casseurs extrêmement violents. Il y en a à peine une centaine qui sont en garde à vue. Il y en aura sans doute qu'une dizaine ou quelques dizaines qui seront déférés, traduits devant la justice. Et sans doute pas beaucoup, voire une poignée, qui seront effectivement condamnés à des peines de prison. Donc tout ça est dérisoire. Tout ça n'est pas à la hauteur de la gravité de la situation. Le Premier ministre voulait éviter les affrontements directs et qu'il y ait des blessés, voire des plus graves de toute manière. Oui, mais il devrait bien sûr se préoccuper d'éviter qu'il y ait des policiers ou des gendarmes qui soient blessés, mais pour cela, il faut commencer par leur donner les moyens et les effectifs de mener à bien leur mission. Il reconnaît lui-même qu'il ne les avait pas, puisqu'il dit que le préfet disposera dorénavant de toutes les unités qu'il demande. Ça veut dire que, très clairement, il n'avait pas pu bénéficier de tous les effectifs nécessaires lors des événements de ces derniers jours. Donc, il y a une nécessité de déployer des moyens nécessaires pour, en effet, que les policiers puissent mener à bien leur mission. Et si il faut, réprimer très durement ces casseurs, eh bien, il faut le faire sans hésiter si ça permet de protéger les Français et de protéger leurs biens. Oui, à votre avis, il y a une forme de complaisance vis-à-vis de ces mouvements d'extrême gauche ? Oui,
Oui, je crois qu'il y a toujours une forme de complaisance, d'ailleurs, des pouvoirs successifs à l'égard de cette extrême gauche qui est pourtant extrêmement violente. Et aujourd'hui, il y a la nécessité, voilà, de faire preuve de fermeté. On l'a vu à Notre-Dame-des-Landes. C'est des gens qui, depuis des années et des années, s'étaient enquistés sur place, bénéficiant, là encore, d'une grande bienveillance des pouvoirs publics. On prend des jours, des semaines même pour évacuer la ZAD parce qu'on ne veut pas les brusquer, on ne veut pas commettre d'incidents. La réalité, c'est qu'il faut bien sûr protéger les citoyens, protéger les forces de l'ordre, mais il n'y a pas lieu de protéger des milices d'extrême gauche et d'essayer d'éviter à tout prix qu'il y en ait quelques-uns qui soient malmenés. Oui, donc, pardonnez-moi, mais si vous voyez un black bloc au sol, ça ne vous émouvra guère, quoi. Oui, je crois très clairement que dès lors qu'ils commettent des actes extrêmement violents dans les rues de Paris, eh bien, ils doivent être traités comme ils le méritent et ensuite traduits devant la justice et condamnés sévèrement, que leur peine soit effectivement purgée. Tout ça, ça n'est pas le cas aujourd'hui. Et c'est cette impunité qui fait que ces milices d'extrême gauche prospèrent. Il n'y aurait pas des milliers de black blocs dans les rues de Paris s'ils savaient qu'ils avaient la quasi-certitude d'être interpellés, d'être traduits devant la justice, d'être condamnés à des peines de prison et d'effectuer des années de prison ensuite. Merci Nicolas Bay, vice-président du Front National. Autre réaction, Damien Abad, vice-président des Républicains et du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, député de l'Ain. Bonsoir Monsieur Abad. Les réponses du Premier ministre ce soir, c'était un choix stratégie policière et il y aura une demande sûrement de dissolution de ces groupuscules. Quelle est votre réaction ? Ma réaction, c'est qu'aujourd'hui, le Premier ministre doit prendre la mesure de la situation. On a assisté à des scènes de guérilla urbaine sans précédent dans les rues de Paris. On a un État qui a été pris en défaut, de laxisme et en défaut d'anticipation. Il y a eu un manque d'anticipation par rapport à l'ampleur de l'événement et de ce groupe. Et en même temps, il y a eu aussi un laxisme qui fait que, de fait de la sortie d'état d'urgence, on n'a pas pu faire des filtrages aux abords de la manifestation qui auraient pu avoir lieu. Et on aurait peut-être mieux anticipé ce phénomène. Donc ce que vous voulez dorénavant, c'est qu'on ne revoit pas ces images de Black Bloc qui se mettent en ordre de marche et qui avancent, quoi. Par exemple, samedi, si jamais ça doit se reproduire lors de la manifestation, la fête à Macron. Oui, bien entendu, parce que à chaque fois que l'on voit ces images, c'est l'état de droit qui est abîmé, c'est la République qui est abîmée, et c'est la société française dans son ensemble qui est abîmée. Je crois qu'on ne peut plus accepter l'inacceptable et tolérer l'intolérable. On voit bien aujourd'hui qu'on a besoin de réaffirmer l'autorité de l'État, qu'on a besoin aussi sur ces événements-là, effectivement, de prendre toutes les mesures nécessaires en termes de moyens, en termes de capacité opérationnelle, bien entendu, et surtout faire en sorte tout simplement que l'État se donne tous les moyens d'agir face à des groupuscules qui finalement veulent casser la République. Et donc je crois que c'est important que toutes et tous et tout l'État soit mobilisé. Et je trouve qu'il y a eu un État pris en défaut de laxisme et d'anticipation sur cet événement. Il ne faut plus effectivement que ça se reproduise. Damien Abad, vice-président des Républicains, merci d'avoir été en direct avec nous. C'est vrai qu'il y a une nouvelle manifestation qui s'annonce, Arnaud, mais j'ai l'impression qu'on n'en a pas fini quand même avec ce tir de barrage politique sur le laxisme de l'État contre le président de la République, contre le chef du gouvernement, avec ces images, avec ce qu'on a vu hier. Oui, il y a naturellement une brèche qui s'est ouverte et en toute logique dans laquelle l'opposition s'est engouffrée dès hier. C'est la raison pour laquelle on a vu quand même assez rapidement le ministre de l'Intérieur monter au créneau. Édouard Philippe a accordé cette interview. Le président de la République s'est exprimé depuis l'Australie. Donc il y a vraiment effectivement la volonté d'allumer un contre-feu. Mais encore une fois, j'insiste là-dessus parce que c'est essentiel. Le contre-feu ne sera efficace que si les prochaines manifestations se passent bien. Et ces images de violence sont d'autant plus forte qu'aujourd'hui, il y a peut-être un vide politique, un vide d'opposition et de contestation politique. C'est ce que démontre votre sondage ELAB pour BFM TV, Bernard Sananès. L'enquête qui a été faite à partir de lundi soir jusqu'à mercredi midi. Donc, elle intègre une partie seulement, évidemment, de ce qui s'est passé hier. Mais il y a un vrai paradoxe. Au moment où les mécontentements sont nombreux dans la rue à s'exprimer, on voit près d'un Français sur deux qui considère qu'aucun mouvement politique n'incarne l'opposition en particulier. Ce chiffre, il a progressé de 7 points depuis juillet 2017, alors qu'on pourrait dire, et on l'entend beaucoup, la colère augmente. Eh bien, en tout cas, aucun parti d'opposition n'en profite vraiment. Bien sûr, la France insoumise
continue à revendiquer et peut revendiquer un peu une forme de leadership de l'opposition, en tout cas aux yeux des Français. Elle n'est pas le premier groupe parlementaire, c'est LR, mais pour les Français, c'est le parti qui incarne l'opposition. On voit bien la responsabilité aussi pour Jean-Luc Mélenchon, qui est, j'allais dire, un peu le leader naturel, on va en parler tout à l'heure, de cette jonction possible entre les mouvements politiques et les mouvements syndicaux. Justement, les Français attendent-ils des alliances alors? Oui, alors, on va le voir, les Français au global, non, mais quand on regarde sur les sympathisants de gauche, c'est évidemment l'information importante, on va le voir sur la deuxième infographie, sur les sympathisants de gauche, 2/3 des sympathisants de gauche, c'est sur la suivante, attendent des alliances de la France insoumise avec Europe Écologie Les Verts, avec le PCF, avec Génération, le mouvement de Benoît Hamon, mais pas avec le Parti Socialiste. Là, on voit bien qu'il y a quand même des séquelles, j'allais dire, des divergences de fond qui ont marqué le quinquennat précédent. Et puis, troisième information de cette enquête, il y a une attente, et là, elle est partagée par tous les Français, non seulement d'une union politique à gauche, mais d'une union qui va et qui fait la jonction avec les syndicats. C'est le cas pour 7 Français sur 10, c'est le cas pour près de 9 sympathisants de gauche sur 10. On voit bien que pour une partie de l'opinion, et de l'opinion de gauche en partie, la faiblesse de l'opposition fait qu'aujourd'hui, ça ne permet pas de faire reculer Emmanuel Macron. Et donc, il y a une attente d'unité à gauche. On verra si, autour de François Ruffin et de son mouvement, autour de Jean-Luc Mélenchon, cette unité commence à se cristalliser. Thierry Arnaud. Moi, je trouve que ce sondage il est très intéressant parce qu'il nous dit au fond quelles sont les plus grandes chances d'Emmanuel Macron aujourd'hui. Et sa première plus grande chance, c'est effectivement, il faut rappeler que la politique, c'est toujours un choix relatif. C'est-à-dire, on peut apprécier de moins en moins l'action d'Emmanuel Macron, mais ça ne veut pas dire derrière qu'on trouve que dans l'offre politique telle qu'elle existe, il y a mieux. Et ce qui est très frappant dans ce sondage, c'est qu'on voit bien que les Français se disent de plus en plus déçus d'Emmanuel Macron, mais que pour autant, ils n'ont pas trouvé l'alternative parce qu'elle est soit trop radicale à leurs yeux, c'est le cas de Jean-Luc Mélenchon ou de Marine Le Pen, en tout cas pour une majorité d'entre eux, soit elle est l'objet toujours d'un ressentiment et d'une déception très profonde. Les chiffres les plus frappants, enfin certains chiffres qui m'ont beaucoup frappé, c'est ceux qui ont exercé le pouvoir hier, les Républicains, seulement 10% y voient l'opposition la plus efficace des Français, et s'agissant des socialistes, c'est seulement 5%. Donc on voit que ce sentiment de rejet qui a été exprimé à l'occasion de l'élection présidentielle de tous ceux qui avaient gouverné jusqu'à mai 2017, il est toujours extraordinairement puissant. Et l'autre leçon, Bernard en a parlé, elle est très importante aussi, c'est que il y a une forme d'attente et d'incompréhension à gauche et de déception d'un électorat qui ne comprend pas et qui ne voit pas pourquoi tous ceux qui, au fond, nous disent la même chose matin, midi et soir et émettent les mêmes critiques vis-à-vis de la politique d'Emmanuel Macron ne sont pas capables de s'unir pour la combattre. Laurent Neumann. Moi, je les trouve un peu difficiles à suivre, ces Français. Parce que 2/3 des Français, c'est ce que dit le sondage de ce soir, qui disent aux forces de gauche, mais bon sang de bonsoir, rassemblez-vous pour faire opposition à Emmanuel Macron. Mais les mêmes, il y a quelques jours, nous disaient, pour les 2/3 aussi, la même proportion, qu'Emmanuel Macron aille au bout de ses réformes. Alors comment expliquer ça? C'est quand même quelque chose qui frôle d'une certaine manière la schizophrénie. Ils veulent, les Français, quelque chose et en même temps. Je me demande s'ils ne sont pas un peu contaminés par la phrase du président de la République. Oui, mais ils veulent dire, si vous voulez vous opposer à Emmanuel Macron, alors entendez-vous. Alors le sondage de ce soir est un conseil, en fait. C'est un conseil qu'il donne à la gauche. C'est ça l'idée. C'était le vœu de Jean-Luc Mélenchon qu'on entendait hier. C'est un constat de dire, face à Emmanuel Macron, évidemment, seule l'unité politique et syndicale pourra permettre de s'opposer à lui. Plus un conseil pour ceux qui le souhaitent. C'est plus un conseil qu'un souhait. Merci Bernard Sananès, Laurent Neumann et Thierry Arnaud qui restent avec nous pour le 20h30 live parce que nous allons revenir sur cette interview du Premier ministre Édouard Philippe accordé à Routel Krief au lendemain de ces violences des Black Blocs du 1er mai. Il n'y a pas eu de faillite policière, c'était une stratégie voulue pour éviter de graves incidents et de graves affrontements. Et de deux, il demandera au président de la République sûrement la dissolution de ces groupuscules d'extrême gauche. Et nous serons en direct de l'hôtel de police du 15e arrondissement où se poursuivent les gardes à vue de quelques-uns des Black Blocs. Sur le web, retrouvez bfmtv.com. Renault Talisman, voiture officielle de BFM Business. Réservez votre essai au 3023. Oh, you're bad enough to me, bad enough that we always have something to get over. Oh, but when the night is deep, you find me in the streets.
Chaque jour, s'entraîner. Chaque jour, se surpasser. Toujours s'épauler. Parce qu'il n'y a pas de temps à perdre, que des choses à partager. Profitez de 0 € de frais de transfert pour votre première transaction. Téléchargez l'appli Western Union. Vous ne trouvez pas qu'on vit à une époque formidable? Tout ce que vous pouvez imaginer peut devenir réalité. Et croyez-moi, pas besoin de costume pour changer le monde. Hey! Pour changer le monde, gardez l'esprit ouvert, mettez-vous à l'aise et soyez prêts à tout. Êtes-vous prêts pour cette époque formidable dans laquelle nous vivons? Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny. You smiled at me and really eased the pain. You gave to me your all in all, and now I feel 10 feet tall. Sunny, one so true, I love you. Pourquoi est-ce qu'on garderait toujours les mêmes habitudes? Pourquoi est-ce qu'on se réveillerait toujours au même endroit? Qui a décidé pour nous qu'un week-end, c'était 2 jours et pas plus? On allait toujours promener le chien en bas de l'immeuble, s'habiller comme ses collègues, travailler tout le temps dans un bureau. Et si on changeait d'avis sur un coup de tête? Et si on partait quand on en a envie? Nouveau Skoda Karoq, tracez votre propre chemin. Découvrez-le à partir de 259 € par mois. Shen Yun fait revivre la grandeur et la beauté d'une civilisation perdue. Un monde de splendeur, où les légendes reprennent vie. Découvrez la danse classique chinoise à Paris au Palais des Congrès les 6 et 7 avril et les 4, 5, 6 mai 2018. Réservez sur shenyun.com/fr 0805 386 386. Trois escape games inédits. 3 scénarios originaux. Mr. James, avec Renault Capture. Le Signal, avec Renault Kadjar. Le Collectionneur, avec Renault Koleos. Êtes-vous prêt à vivre un escape game hors du commun avec les SUV Renault? Inscrivez-vous maintenant sur mission-suv.renault.fr. Range ta chambre, chaton. Je vends les choses que mes enfants n'utilisent plus sur Vinted. Télécharge l'application, prends une photo de ton article et vends. Le meilleur dans tout ça, tu vends sans frais sur Vinted. Télécharge gratuitement l'application Vinted. Ils ne l'utilisent pas, vends-le. Allez gens, on coupe tout, on passe en mode café et on se reconnecte avec la nature. Une capsule, c'est pas très écolo tout ça. C'est une capsule sans marco, biodégradable et compostable qui préserve tous les arômes de ce café. Voilà. San Marco, per amore del caffè. Votre entreprise a quelque chose en plus. Faites-en la promotion avec Vistaprint. Des cartes de visite, banderoles et flyers à moins de 12 € en entrant le code TV12 sur vistaprint.fr. Ce que vous êtes en train de voir, c'est la Citroën C3 de Martin. Elle aurait pu être aussi comme ça, ou bien comme ça. Et là, c'est Martin. Il aurait pu être comme ça, ou bien comme ça. Mais en fait, Martin, lui, il est plutôt comme ça. Citroën C3, avec 36 combinaisons de personnalisation et 11 technologies d'aide à la conduite. On aurait pu faire une voiture, mais on a fait une voiture pour vous. Citroën. En mai, avec les reprises Eco-Inspired, profitez de Citroën C3 graphique à partir de 12 490 €. Everything is quiet. Rêver d'ailleurs. De nouveaux horizons. Piloter de nouveaux projets. Retrouver son rythme. Dessiner un nouvel avenir. Cultiver ses talents. Nouvelle-Aquitaine, osez l'esprit nouvelle vague.
20h30 live, on reprend ensemble le fil de l'actualité et nous sommes en direct jusqu'à 21h. Ce soir, nous allons venir sur l'interview accordée par le Premier ministre Édouard Philippe à Routel Krief en direct sur BFM TV. Les réponses du chef du gouvernement au lendemain des manifestations violentes, des actions violentes des Black Blocs. Il n'y a pas eu de faillite policière. C'était une stratégie délibérée pour éviter les affrontements. Le Premier ministre proposera aussi au président de la République la dissolution de ces groupuscules. Analyse politique dans un instant de Thierry Arnaud pour BFM TV et réaction de David Lebars, il représente le syndicat des commissaires de police. Dans ce 20h30 là, nous ferons aussi le point sur les gardes à vue des suspects de dégradation. Hier, Antoine Hollard est devant un commissariat du 15e arrondissement. Explication aussi d'un soutien de ces Black Blocs. Les actions, disent-ils, vont continuer au nom de l'antisystème et de la lutte contre la misère sociale. 20h30 là avec notre analyste économique Emmanuel Le Chypre, puisque le président Macron fait la une du magazine Forbes. Il annonce la suppression prochaine de l'exit tax. C'est, dit-il, un frein pour l'attractivité de la France, d'après le président. Non, c'est la preuve qu'il privilégie les riches exilés fiscaux. C'est ce que dit l'opposition de gauche. Nous démêlerons donc le vrai du faux avec Emmanuel Le Chypre. Ce soir, nous reparlerons aussi des supporters de l'Olympique de Marseille. Ils ont fait aujourd'hui une haie d'honneur pour accompagner leurs joueurs en direction de Salzbourg. L'OM qui joue demain la demi-finale de la Ligue Europa avec l'avantage du 2-0 du match aller et surtout donc la ferveur de tout un peuple marseillais. La météo, regardez ce qui vous attend demain avec du mauvais temps sur un quart sud-ouest. À l'est aussi quelques pluies et des grisailles. Toute une partie nord-ouest de la France sera encore privilégiée. Les températures demain matin, au lever du jour, elles sont encore fraîches. Un maximum de 15 degrés du côté de Nice et puis de 2 degrés en allant vers la Normandie. C'était donc le temps de la mise au point ce soir pour le Premier ministre Édouard Philippe en direct sur BFM TV au lendemain des violences commises par ces groupes surnommés les Black Blocs. Le chef du gouvernement était l'invité de Routel Krief. Il répondait aux critiques, notamment sur le manque de réactivité des forces de l'ordre, alors que les casseurs avançaient et commençaient à passer à l'action. Sur le boulevard, il y avait des casseurs, mais il n'y avait pas que des casseurs. Il y avait derrière eux des manifestants. Autour d'eux, des passants. Une charge commandé à 16h, qui aurait été réalisé immédiatement, aurait immanquablement pris en étau des gens qui n'avaient rien à faire dans ce conflit entre les casseurs et les forces de l'ordre. Et là, je peux vous dire ce qui serait passé, Madame Krief, si nous avions fait ça. Aujourd'hui, nous n'aurions pas une polémique sur est-ce que l'État a un peu tardé à intervenir. Nous aurions une polémique sur pourquoi est-ce que l'État est intervenu dans ces conditions. Pourquoi est-ce que des blessés sont à déplorer. Pourquoi peut-être des événements tragiques seraient à déplorer. David Lebars, vous représentez le syndicat des commissaires de la police nationale. Donc c'était une stratégie qui était définie entre le gouvernement, la préfecture de police de Paris et les forces de l'ordre. Pas d'affrontement, on laisse avancer et on intervient au moment où il faut. Les images pour les Français sont quand même dures à supporter. Écoutez, c'est ce qui est assumé par le Premier ministre. Et c'était les consignes que vous aviez hier. Et en tout cas, c'est les consignes que les effectifs engagés sur le terrain ont eues, puisqu'il y a eu des messages qui étaient clairs et qui consistaient à attendre les moments opportuns, qui sont ceux où on peut interpeller en toute sécurité. Et puis, comme me le dit le Premier ministre, et ce que j'ai rappelé moi-même également sur des plateaux, la question aurait été différente si on avait ce soir un bilan humain faisant état de blessés graves. Donc voilà, la stratégie politique est assumée, les services de police en prennent acte, les services de police sont là pour agir en fonction des ordres qui leur sont donnés. Ouais, on peut faire de la prévention pour les prochaines manifestations face à ces groupuscules, David Lebars ? Alors il y a plein de choses à faire, mais j'ai envie de vous dire qu'entre aujourd'hui et les prochaines manifs, s'il y en a une demain ou samedi, il va y avoir... Il y en aura une samedi, la fête à Macron. Il y en aura une samedi. La question va être plus de l'ordre de la stratégie policière qui devra être adoptée, et du service d'ordre en général, que des dispositifs juridiques qui seront pris et sur lesquels il faudra réfléchir plus tard. La question qui va se poser samedi, c'est de savoir si on a une nébuleuse anarchiste qui risque de venir en nombre au moins équivalent, et si c'est le cas... Elle est en ébullition sur les réseaux sociaux, elle l'annonce déjà. Elle est en ébullition, il y a déjà des signaux qui nous faisaient état de la présence d'un bon millier de Black Blocs samedi prochain, tout comme celle du 1er mai. Il va donc falloir tirer les conclusions du dispositif d'hier, ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné. Il faut davantage d'hommes sur le terrain ?
C'est pas une question d'effectifs engagés. On a fait le bilan. On peut considérer qu'il y avait à peu près 25 forces engagées. 25 forces, c'est un dispositif très conséquent. La question va être essentiellement sur le lieu sur lequel va se dérouler la manifestation et la stratégie qui va être adoptée. Et ce soir, le Premier ministre a répété qu'il demandait, ou plutôt, il a précisé qu'il demanderait au président de la République la dissolution de ces groupuscules. Écoutez Édouard Philippe. On peut dissoudre, en droit français, une association de fait. L'intérêt, c'est que dès lors que vous dissolvez une association de fait, vous avez une base juridique pour, lorsqu'elle se reconstitue, pénaliser ceux qui la reconstituent. Et je n'exclus pas que nous ayons à prendre ces décisions. Je n'exclus pas, et je n'exclus en aucune façon. Régulièrement, il arrive que la République le fasse, souvent pour des mouvements d'extrême droite, souvent pour des mouvements d'extrême gauche, car vous aurez remarqué que les extrêmes en la matière ont une très grande brutalité, et un respect de la loi qui est totalement inexistant. Ils sont toujours très choqués quand de l'autre côté on ne respecte pas la loi, mais quand c'est eux, ils trouvent ça très bien. Je ne m'interdis en rien de proposer au président de la République de le faire, bien entendu. Efficace ce genre de dissolution ou pas, David Lebars? Sur le plan de la symbolique, c'est sans doute attendu et c'est sans doute une mesure qu'il faut prendre. Sur le plan pratique, il faut être lucide. Les Black Blocs, c'est pas une association, c'est pas un mouvement constitué, c'est une façon de manifester, c'est un mode d'action. Donc les gens qui s'identifient à ce type de pratique ne se sentiront pas concernés par une quelconque dissolution. Ça se saurait si on pouvait discuter avec eux. Le principe même de leur action, c'est l'anonymat et la violence. Ce ne sont pas des gens qui sont enclins au dialogue ou à respecter les règles. Anonymat et violence, mais ce sont des actions qui sont préparées en amont. C'est-à-dire quand ils arrivent sur le terrain, et je pense à la manifestation qui va avoir lieu samedi, à l'appel de François Ruffin, qui est lié à la France Insoumise, ça veut dire quoi? Que ce sera préparé, ils ont leurs cagoules, leurs masques qui sont déjà cachés quelque part, ou ils se transforment en arrivant sur les lieux de la manifestation? C'est les deux. Ils ont des points de rencontre ou de domicile qui sont d'ailleurs des points difficiles à identifier, puisque la plupart d'entre eux sont hébergés, sont logés, vivent dans des squats. Donc c'est très difficile de savoir d'où ils viennent et comment ils s'organisent. Et quand ils arrivent sur les manifestations, ils arrivent avec un équipement, dans une tenue normale, qui leur permet d'arriver discrètement. Et ils sont, pour la plupart d'entre eux, capables de se vêtir très rapidement au rassemblement d'un fanion et de se mettre en tête de cortège. Thierry Arnaud, on a entendu donc ce soir le Premier ministre assumer la stratégie policière, les ordres qui ont été donnés, parler de dissolution. L'État n'a pas été pris à défaut, nous dit Édouard Philippe ce soir. L'opposition doit l'entendre et surtout les Français aussi doivent l'entendre. Oui, il n'y a pas eu de défaillance de l'État. Il y a eu une exigence qu'il a rappelée, c'est faire en sorte qu'il n'y ait effectivement pas de blessés, ou en tout cas pas de blessés graves. Aucun passant ne puisse être blessé. C'était une exigence, dit le Premier ministre, que j'assume parfaitement. Donc premier point, il assume. Et puis deuxième point, il explique que pour cette raison, eh bien, il considère qu'on a bien géré, ou en tout cas on a géré aussi bien que les circonstances le permettaient. Il explique par exemple que les premières dégradations très importantes sont intervenues quelques minutes seulement avant 16h et que c'est à 16h que l'ordre d'intervenir a été donné. Donc les choses ont été faites s'agissant des ordres donnés assez rapidement. Et ensuite, la police est intervenue quand elle a estimé qu'il était en situation de le faire, sans effectivement faire courir de risque à ceux qui n'étaient pas les casseurs qu'il ciblait à ce moment-là. Donc c'est un Premier ministre qui assume parfaitement, mais qui en même temps aussi annonce des mesures supplémentaires, comme ces dissolutions. Il n'y a pas de mesures pratiques, il y a simplement la réaffirmation que le préfet aura à sa disposition autant de force qu'il l'estime nécessaire. Alors, est-ce que les explications convaincront? J'ai envie de vous donner rendez-vous à samedi, Alain, parce qu'on peut comprendre que là, les choses se soient passées de manière qui laisse à penser qu'à un moment donné, on a été un peu surpris par l'ampleur de cette présence des Black Blocs et la violence qu'ils ont manifestée. Que ça se produise une deuxième fois 3 jours plus tard, ou 4 jours plus tard, ce serait évidemment très difficile à comprendre pour les Français. Et il est clair que le chef du gouvernement en a parfaitement conscience. Issus de ces groupes Black Blocs, 100 personnes ont été placées en garde à vue. Elles ont moins de 40 ans, d'après ce que l'on dit. Parmi elles, une vingtaine de mineurs, 5 étrangers, des Allemands, Colombiens, Suisses, Belges et Syriens. Antoine Lard est dans le 15e arrondissement pour BFM TV, devant l'hôtel de police, devant le commissariat, avec toujours des gardés à vue sur place, Antoine ? Oui, une dizaine de gardés à vue dans ce commissariat. Il s'agit manifestement d'étudiants de Tolbiac et Paris 8. Des étudiants donc gardés à vue ici, soupçonnés d'avoir participé hier aux violences. Et puis en face du commissariat, vous les avez apercevez derrière moi, il y a un petit comité de soutien, une trentaine de jeunes rassemblés ici depuis 17h environ. Comité de soutien parce que ces jeunes ici nous assurent que leurs camarades gardés à vue n'ont strictement rien à se reprocher.
mais ils ont été cueillis au hasard, nous disent-ils, cueillis par les policiers pour faire du chiffre ou encore dissuader les autres de se rendre dans d'autres manifestations à l'avenir. Toujours selon ce comité de soutien, ces gardés à vue devraient sortir dans le courant de la soirée. C'est en tout cas ce que leurs avocats leur auraient confié. Le problème, c'est que pour l'instant, les policiers attendent que les manifestants s'en aillent pour libérer ces gardés à vue. Mais les gardés à vue, eux, veulent rester pour accueillir leurs camarades lorsqu'ils sortiront. Bref, vous voyez, ça peut durer encore longtemps comme ça. D'une façon plus générale, la moitié des gardés à vue, des personnes gardées à vue ont été relâchées. Enquête classée sans suite. Pour l'autre moitié, il y a une bonne partie de gardes à vue qui se prolongent, 43 gardes à vue qui se prolongent ce soir et 3 personnes qui ont été déférées devant le tribunal, dont un mineur. Pour ces 3-là, il y avait des charges lourdes manifestement pesant contre eux et de leur participation au débordement en violence d'hier. Antoine Lard en direct pour BFM TV du 15e arrondissement. Je reviens vers vous, monsieur le commissaire David Lebars. Quand on a ces incidents violents, qu'on voit l'intervention des forces de l'ordre, la question que l'on se pose ensuite, alors que ces jeunes sont tous cagoulés, sont gantés, c'est de savoir est-ce qu'on a attrapé les bons, les casseurs, les violents, et comment est-ce qu'on caractérise les délits dans ces cas-là? Alors c'est un vrai travail qu'il faut mener d'investigation, c'est un travail difficile puisque là on se retrouve avec des professionnels de l'ordre public ou de l'interpellation qui tentent d'interpeller, et ça a été réussi hier, puisqu'il y a quand même 280 personnes qui ont été interpellées, 101 placées en garde à vue. Il faut faire le lien entre les effectifs interpellateurs qui vous présentent en masse des individus qui ont été pris pour des attroupements armés ou différentes exactions. Il faut des preuves derrière. Hein. Et puis ensuite, après, il faut que les enquêteurs puissent disposer de preuves. Et là, commence le travail d'enquête sur le temps de la garde à vue, à savoir utiliser le plan de vidéoprotection de la préfecture de police, reprendre les images, les témoignages, voir... Mais quand les gens sont cagoulés, sont gantés pour avoir les traces ADN ou reconnaître les visages, c'est pas simple. La reconnaissance des visages n'est pas simple, mais une silhouette avec un vêtement particulier, si on a un suivi avec des groupes civils qui sont chargés de faire de la détection, et si on a le recoupement avec les images, on peut faire des identifications en couplant ça avec de l'ADN. De ce que vous savez, de par votre expérience, quel est le profil en général de ces anarchistes, black blocs, tels qu'on les appelle? Quel est leur profil individuel? C'est un profil assez varié, mais qui sont des gens, j'ai envie de dire, que nous allons croiser, vous et moi, dans la rue. Il y a des jeunes, il y a des étudiants qui se sont mis sur ce mouvement, ceux qui occupaient les facs. Il y a ceux qui sont attirés par un côté un peu sexy de ce côté anarchiste. Il y a des gens qui viennent de l'étranger, vous l'avez dit vous-même, des Anglais, des Allemands. Pas de délinquants, en fait, pas de délinquants chevronnés en général? Si, des délinquants, puisqu'il ne faut quand même pas oublier la façon dont ils se sont comportés hier. Ça reste des délinquants, puisqu'ils viennent avec deux intentions, qui sont de casser soit du mobilier ou des biens, soit du flic. Donc ça reste quand même des actes délictueux graves. Mais sur le profil type, on n'est pas du tout sur le type délinquant droit commun. On est sur une forme de contestation qui se traduit par un acte simple. Vous demandiez qu'est-ce qui les fait venir. Ce qui les fait venir, c'est d'être à l'image et de casser et de montrer qu'ils sont là en force. David Lebars, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale, merci d'avoir été avec nous justement parce qu'on parle des profils, la volonté de ces blocs vus à l'œuvre, par exemple lors des sommets des G7, G10, G20 ou autres grandes réunions internationales, vu aussi à Notre-Dame-des-Landes dans les facs, c'est de contester le système politique en place, le libéralisme, la mondialisation financière. L'un de ces soutiens aux activistes s'exprimait aujourd'hui en direct au téléphone sur la radio RMC. Casser des boutiques, les McDonald's, Renault, on sait derrière, c'est pas les salariés qui vont payer, c'est les grands groupes ou éventuellement la France. Mais quoi qu'il en soit, c'est un ras-le-bol. C'est pas on casse pour casser. C'est pas des victimes. Ça reste du matériel. Alors il faut savoir que chez les Black Blocs, il y a des très violents. Il y a aussi des gens qui viennent et qui sont juste là pour dire qu'ils ne sont pas contents. Mais ce que vous ne vous rendez pas compte, c'est que les 200 que vous voyez là, c'est ceux qui bougent. Mais derrière, il y en a énormément qui sont prêts à bouger, qui attendent en fait, qui attendent de voir. Et chaque jour qui passe, c'est de pire en pire. Oui, alors il y a d'autres choses de prévues. Je préfère rester dans le 5, on va dire, voilà, on verra. Mais il y a d'autres choses de prévues, mais c'est pas que en France, parce qu'en fait c'est un mouvement qui est international et je vous assure, on a des réseaux. Bon, je suis dans l'informatique, donc c'est encore plus simple. On a des réseaux pour discuter derrière, et je peux vous dire que c'est impressionnant le nombre de gens qui arrivent chaque jour, quoi. J'ai une famille, des enfants, mes enfants, je veux pas qu'ils vivent dans ce monde-là. La violence, pour moi, c'est ce qui se passe de toute la vie. Toute la vie, on va ramer. Il faut savoir qu'en fait, c'est plus des gens qui sont contre le capitalisme. Effectivement, ça regroupe beaucoup une mouvance d'extrême gauche, mais il n'y a pas de l'extrême gauche. Il y a plein de gens qui sont mécontents du système et qui en peuvent plus. Je pense qu'on parle de la violence, des boutiques cassées, etc. Mais la violence sociale, on en fait quoi ?
Justement, cette casse d'hier, les commerçants, les particuliers qui en ont été victimes, ce matin, ils regardaient les dégâts avec affliction et ils ont reçu le soutien des élus parisiens, de Madame la maire d'ailleurs, Anne Hidalgo, Magali Chalet et Clémence Drey. Les agents de la ville de Paris s'activent pour effacer les stigmates de la manifestation du 1er mai. Mais sur la façade de ce fast-food, les dégâts sont encore visibles. Les vitres brisées ont été remplacées par des planches de bois. Les habitants du quartier sont excédés. Tout le monde est lassé, chaque semaine c'est une manif, ça veut dire qu'on doit fermer, ça veut dire qu'on a des craintes. Les gens peuvent rentrer chez vous à n'importe quel moment, et qui passent peut-être sur les Champs-Élysées, ça changera un petit peu. Comme d'autres commerçants, ce concessionnaire a été pris pour cible par les casseurs. Après avoir saccagé les biens à l'intérieur du local, 2 voitures et un scooter ont été brûlés sur le trottoir. Vous voyez, j'ai les avocats qui sont là, les experts des assurances, pour constater les dégâts et puis va falloir tout remettre en état. Donc je pense que je vais mettre du monde au chômage technique et puis on va essayer de tout réparer au plus vite pour qu'on puisse retravailler normalement. Mais c'est compliqué quoi. Au 5e étage de l'immeuble, Jacqueline a assisté à la scène terrorisée. Quand on a vu la fumée monter, nous avons fermé nos fenêtres. Bah oui, c'était effrayant. Ces gens qui arrivaient avec autant de violence, ils étaient violents. Au total, dans le 13e arrondissement, 31 commerces ont été dégradés, dont 2 incendiés. Et Emmanuel Macron, qui est en Australie en ce moment, fait la une du magazine économique prestigieux Forbes. Il est présenté comme le leader du marché. L'une des nouvelles réformes annoncées par le chef de l'État est la suppression l'an prochain de l'exit tax. C'est un impôt sur les plus-values, une fois qu'un particulier, un chef d'entreprise a vendu des participations et qu'il s'est à l'étranger. C'est bien cela dont il s'agit, cette exit tax, Emmanuel Chypre ? Oui, exactement. C'est une taxe qui avait été créée par Nicolas Sarkozy en 2011. L'objectif, c'était quoi ? C'était d'empêcher que, par exemple, des chefs d'entreprise qui ont monté leur entreprise en France s'exilent, notamment en Belgique, pays où les plus-values que vous réalisez sur la vente d'actions n'étaient pas taxées et donc qu'ils quittent la France. Et là, Nicolas Sarkozy, il a dit stop. Si vous quittez la France pour aller vendre vos actions et ne pas payer d'impôt dessus, vous allez payer cette exit tax. L'idée, c'était qu'aussi à l'époque, rappelez-vous, il y a eu une réforme de l'impôt sur la fortune qui allégeait l'impôt sur la fortune. Et donc Nicolas Sarkozy s'est dit, en contrepartie de cet allègement de l'ISF, eh bien, on va mettre cette exit tax un petit peu nationaliste, entre guillemets, pour maintenir les entreprises chez nous. Mais est-ce que c'est une bonne idée, sa suppression ? Non, c'est sans doute pas une très bonne idée. Le raisonnement qu'il y a derrière cette annonce d'Emmanuel Macron, c'est de dire oui, aujourd'hui, il y a tout un tas d'entreprises, de start-up qui auront peut-être besoin d'aller s'installer plus tard à l'étranger, mais qui du coup, à cause de cette exit tax, n'osent pas venir en France et vont aller créer les emplois et créer de la richesse ailleurs. Or, la réalité, c'est que c'est pas du tout ce qu'on observe. D'abord, cette taxe, si vous la supprimez, ça rapporte de l'argent. 800 millions d'euros par an, nous dit la Cour des comptes. Donc dire que ça ne coûte rien de la supprimer, c'est pas vrai. Et puis ça aura peu d'effet économique parce que ce raisonnement d'Emmanuel Macron, il ne tient pas aujourd'hui. Les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, ils adorent la France d'Emmanuel Macron. Ils n'ont absolument pas envie de partir. Quand vous discutez avec les avocats fiscalistes, ils vous disent mais attendez, il y a 3 ans, 4 ans, oui, les dossiers qu'on recevait, c'était des dossiers de gens qui voulaient aller s'installer à l'étranger. Aujourd'hui, on reçoit plus du tout ce genre de dossier. On a même des gens qui veulent revenir en France. Donc, de toute façon, plus personne ne veut aller investir aujourd'hui à l'étranger. Les start-upers, ils sont très heureux dans le monde de Macron. Et puis, pas beaucoup d'effets économiques, mais des gros risques politiques. D'abord parce que beaucoup de chefs d'entreprise n'en veulent pas. Ils disent, mais attendez, on allait se réconcilier avec les Français. Là, on va encore avoir l'image de privilégiés. Et puis, c'est un énorme risque politique parce que s'il y avait bien une mesure à prendre pour renforcer cette image de président des riches, c'était quand même celle-là. Donc, c'est peut-être le cadeau de trop, la suppression de cette exit tax. Emmanuel Le Chypre, le président Macron qui, lorsqu'il était candidat, aurait bénéficié de ristournes illégales lors de sa campagne électorale, bénéficié de largesses accordées par la société GL Events, prestataire de salles. C'est ce qu'affirme le site info Mediapart, mais que conteste la société elle-même, Emeline Darcourt. Face aux accusations, GL Events se défend. Lundi, Mediapart a publié des factures des meetings d'Emmanuel Macron, de Benoît Hamon et de François Fillon qui montrent que l'actuel président de la République a bénéficié de ristournes commerciales auxquelles n'ont pas eu le droit les autres candidats. Ces ristournes concernent un meeting du 12 juillet 2016 à la Mutualité à Paris. Pour GL Events, il ne s'agit en aucun cas de tarifs préférentiels, mais de loi de l'offre et de la demande.
carte. Lorsqu'un Benoît Hamon, par exemple, va venir et nous demande 2 jours avant une salle, qu'il faut la vider, ainsi de suite, qu'il faut la mettre à disposition, je crois que c'était pour le premier tour des présidentielles ou le deuxième tour des présidentielles. C'est pas prévu. Ce n'est pas le même prix que lorsqu'en juillet, on ne travaille pas. Le patron d'un site, il a une obligation de chiffre d'affaires, de rentabilité, et c'est lui qui gère. Il n'y a pas de méthodologie spéciale Macron, il n'y a pas de méthodologie spéciale Fillon. Jean-Luc Mélenchon, lui, veut souligner ce que la situation a d'anormal. C'est énorme. Le gars, il a eu 100% de ristourne, c'est absolument interdit par la loi. Ça revient à être une subvention d'une entreprise privée. Comment vous expliquez un comportement pareil? Alors oui, ça mérite enquête. Et ça mérite poursuite s'il y a lieu. Parce que c'est comme les manifestations. Si on accepte qu'il se passe n'importe quoi, alors c'est fini. Il n'y a plus de république, il n'y a plus de démocratie, il n'y a plus de débat. La Commission nationale des comptes de campagne a validé les documents présentés par Emmanuel Macron sans faire de commentaires particuliers sur ce volet dans son document publié au journal officiel. Et puis aujourd'hui, du côté de la commanderie à Marseille, les supporters ont salué le départ des joueurs. Direction Salzbourg. Demain pour l'OM, une demi-finale de Ligue Europa avec un 2-0 d'avance et toute une ferveur d'un peuple derrière. Chloé Borgnon. Des supporters survoltés. Ils sont 1 millier devant la commanderie à attendre la sortie des joueurs marseillais. Des joueurs qui s'entraînent alors que, dehors, les chants résonnent comme au stade Vélodrome. On est venu supporter les joueurs pour les encourager, pour leur montrer qu'on est derrière. Et que demain, tout se joue demain pendant 90 minutes et on est prêt pour la finale s'il faut aller en finale. Ça fait 14 ans qu'on attend ça, 14 ans qu'on vit pour l'OM, qu'on attend la Coupe d'Europe. Un à un, les joueurs quittent le centre d'entraînement. Direction l'aéroport de Marignane, où d'autres fans attendent les joueurs. Une centaine de personnes, surtout des enfants, pour une séance de photos et d'autographes avec leurs stars comme Steve Mandanda ou Bounassar. Ils seront 1500 supporters à Salzbourg ce jeudi. Et devant les écrans géants du stade Vélodrome, ils devraient être plus de 20 000 à chanter leur ferveur. Rendez-vous demain donc. Dans un instant, News et compagnie, Nathalie Lévy. Mais d'abord la météo avec Daniela Prépélou. Bonne soirée.